Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Polémicus. Ce jour sur Polémicus, nous recevons un acteur culturel qui est devenu aussi un activiste aujourd'hui. Il s'appelle Danny Scorpio. Bonsoir Danny. Bonsoir à toi, le sénateur. Bonsoir surtout à tous les téléspectateurs de Polémicus. Bonsoir à toute l'équipe, en structure, la grande équipe que je vois là. Je vois qu'il y a beaucoup de progrès dans la maison. Il faut dire que c'est la deuxième fois que nous vous invitons sur cette émission. Oui, bien sûr, dans un décor différent. Et du premier, c'est pour ça que je dis que bon, des choses avancent. Oui, d'abord, on a décidé de faire le outdoor. Quand on est avec Africa Multimedia, ça se passe bien. Danny, est-ce que tu restes musicien, architecte ou je sais pas, est-ce que tu continues à produire? Pour le moment, je continue pas à produire parce que comme tu le sais très bien, tu es un show businessman. Le monde de la musique, le showbiz au Cameroun ressemble justement au Cameroun lui-même. Donc le monde du showbiz n'est pas épargné par la malgouvernance de ces systèmes. Et du coup, nous sommes les particuliers, nous devons être épaulés par le régime, par le système qui nous gouverne. Nous devions être épaulés, parfois même subventionnés pour pouvoir continuer à faire émerger des talents qui représentent le Cameroun, le vert ou jaune ou le 237, comme on peut le dire. D'ailleurs, mais malheureusement, nous le faisons avec nos moyens. Et Dieu sait que c'est les conditions les plus difficiles pour les gagner dans ce pays aujourd'hui. Et nous le faisons avec nos moyens sans avoir des perspectives de retour sur investissement. Donc, mais Danny, on ne t'a pas vu autour de ces batailles de droits d'auteur, il faut dire SOCAM, SONACAM et tout ça, alors qu'on connaît ton intelligence. On sait aussi que tu as beaucoup investi dans ce domaine. Au début, j'ai voulu te voyer, mais bon, j'ai compris que tu m'as ramené à la maison. Mais pourquoi ce non-intérêt aux droits d'auteur ou à ces sociétés-là qui gèrent les droits d'auteur? Oui, justement, je devais répondre par la question, c'est parce que ce n'est pas intéressant de toutes les façons. Vous savez, on est arrivé à clochardiser les gens et ma foi, le secteur artistique n'y a pas échappé. Et vous savez, quand on a clochardisé les gens, ils ne réfléchissent plus avec leur tête. Ils réfléchissent avec leurs mains. Pourquoi leurs mains? Parce que tant que la main n'a pas touché le pied qui va les amener à acheter de quoi mettre dans la bouche, alors ils ne comprennent absolument rien. Et si vous avez été bien éduqué, parce que j'estime, j'ai grandi dans la rue, mais j'ai reçu une bonne éducation, du moins par expérience. Et si vous avez été bien éduqué, vous respectez les gens. Vous ne vous dites pas, vous êtes plus intelligent, même si vous les voyez faire des bêtises. Alors à partir de ce moment, vous êtes obligé de vous mettre à l'écart. Parce que si vous êtes là, vous allez frustrer les gens qui estiment que vous n'avez pas de leçons à leur donner. Pourtant, ils ont plein de leçons à recevoir. Mais bon. Tu as l'impression, quand on t'écoute parler, tu as l'impression que ceux qui gèrent les droits d'auteur aujourd'hui dans notre pays, le Cameroun, c'est ceux-là qui posent problème d'abord pour commencer, parce qu'ils sont des acteurs principaux. Oui, en fait, c'est que c'est un clan qui gère les droits d'auteur depuis près de 20 ans. C'est-à-dire quoi, un clan? Oui, c'est un clan, parce qu'en fait, tu trouves les mêmes personnes en fait, qui changent. On peut avoir quelques noms parce qu'on te connaît. Hein. Ah ben oui. Tu n'as pas la langue dans la peau, oui, c'est quoi écoutez, si vous prenez Sanfan Thomas par exemple, quelqu'un que j'ai beaucoup d'affection d'ailleurs, et je peux dire que c'est sous Sanfan Thomas que j'ai touché le COPEC des droits d'auteur au Cameroun depuis plus de 20 ans que je milite en tant que promoteur, culturel, manager, producteur, tout ce et artiste. Et artiste. Donc, mais Sanfan Thomas, il est là, je crois, depuis toutes les équipes. Et voilà. Vous prenez Prince Dédé Yango qui a monté une structure qui pense contrôler ou bien qui contrôle les droits d'auteur qui sont capables de saboter. C'est comme un gouvernement dans un gouvernement et tout. Parce que quand donc le Ramka de Prince Dédé Yango est là pour saper et détruire toutes les initiatives faites par d'autres personnes qui travaillent dans ce domaine. Je pense que... Qui ne voient pas les choses comme lui. Je pense pour ma part, oui, que quand je vois le fonctionnement du Ramka, c'est un peu comme une entreprise qui a le monopole et que si, ma foi, vous n'êtes pas avec cette entreprise, cela veut dire que vous êtes contre elle. C'est-à-dire que si vous ne marchez pas comme le Ramka, par exemple, demande aujourd'hui au droit d'auteur, je suis sûr que vous avez le cul botté.
Pourquoi? Parce que les artistes sont embrigadés dans des espèces d'associations, des syndicats et toute autre corporation, justement, qui ne servent absolument à rien. Ça, il faut le savoir. Ces corporations ne servent qu'à ceux qui les montent. Mais on a vu le Ramka des Princes de Yango aller voir Marc Zambo qui était malade, non? Contribuer. Ben, écoutez, qu'il puisse aller à l'hôpital. C'est pas des bonnes initiatives. Je ne voudrais même pas penser à ça parce que de toutes les façons, pour moi, c'est moche, c'est laid à voir. Quelle est cette image? Quelle est cette façon d'aider quelqu'un? Moi, je pose la question, est-ce qu'on aide vraiment Marc Zambo ou bien on s'entraide, on se vend? Et vous trouvez ça dans toutes les sphères de la société camerounaise aujourd'hui. Ça dit qu'en fait, les gens font semblant d'aimer les autres, alors qu'ils profitent de l'opportunité pour se vendre, pour se faire voir. Parce que je ne comprends pas comment vous voulez aider quelqu'un, vous prenez peut-être de l'argent, vous tendez à la personne, vous regardez la caméra, hein, et vous faites diffuser ça. Vous pensez que c'est vraiment la personne que vous venez entrer, ou bien c'est la dernière image, celle-là qu'on retiendra, que vous êtes en train de donner de l'argent. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une intention derrière l'acte que vous posez. Et moi, je peux vous dire quelque chose sans me gêner, sans me vanter. Je pense que tout un chacun ici dans ce studio qui vit cette expérience. Si je fais un bon don à quelqu'un, je n'ai pas besoin d'aller le dire à quelqu'un. À partir du moment où je le diffuse, cela veut dire que c'était plus un don. On n'a pas besoin de caméras. Non, on n'a pas besoin de caméras. Donc je pense en quelque sorte, quand tu écoutes bien, le Ramka, tu as dit tout à l'heure que c'est un gouvernement dans le gouvernement. Bien Donc sûr. Prince Eyango a créé cela parce qu'il semble qu'on ne veut pas qu'il gère les droits d'auteur comme il est américain. Donc il faut créer un truc parallèle pour détruire les initiatives faites par d'autres personnes, Sanfa Thomas et les autres y compris. Sénateur, je me fais écouter. Je pense que les gens qui ont la bonne raison, comme Kant le disait, sont en train de m'écouter. Mais dites-moi, comment vous pouvez avoir une association qui comporte, donc vous faites le maximum pour assembler le plus d'artistes. Et dans cette association, vous dites, par exemple, ceux qui veulent être PCA doivent déposer 500 000 francs dans l'association pour que l'association les coach. Ceux qui veulent devenir administrateurs doivent déposer 100 000 francs. Pour que... Attends, c'est quelle forme de marchandage? Vous pensez qu'il y a du sérieux là-dedans? En réalité, cela veut dire que le prochain PCA est celui qui a les moyens, celui qui a pu remplir tout ce quota. Puisque à partir du moment que vous vous êtes constitué en corporation pour être dans une structure comme la SONACAM ou bien comme toute structure de droit d'auteur, et qu'il faille automatiquement passer par les grands électeurs, parce qu'il faut le dire ainsi, pas des grands électeurs. Donc, on regarde donc quelle est l'association qui a le plus de membres, et c'est cette association qui va coacher ou bien qui va décider qui sera PCA. Donc, en fait, c'est que on vous dit que les droits d'auteur, la société de droits d'auteur, c'est une société civile de droits d'auteur, donc tout membre est libre et qui adhère, ça veut dire tout artiste. Mais là, ce n'est plus les artistes qui décident, c'est les corporations qui décident qui est PCA à partir de ce moment. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cela veut dire que si vous êtes sur une corporation qui n'a pas plus de membres que l'autre, vous n'avez pas de chance d'être. Alors, à partir de ce moment, l'entreprise, la société de droits d'auteur n'est plus gérée par celui de quelqu'un de compétent, mais elle est gérée par l'État du chemin. Dani, si tu étais devant Prince Eyango, que dirais-tu par rapport à son fonctionnement? Qu'est-ce que tu devais lui dire, passer comme message, en lui regardant dans les yeux, concernant le Ramka et la gestion des droits d'auteur au Cameroun? Je voudrais lui dire, lui Prince Eyango, je voudrais lui dire que, au-delà de tout, soyons sincères envers nous-mêmes. S'il avait eu le bon filon en installant, en créant le Ramka, qui devait être une entreprise association, d'ailleurs même comme... C'est une association. Comme j'ai pu remarquer, c'est que toutes ces associations se créent toujours parfois à la veille d'une assemblée générale ou bien d'une société, nouvelle société, un nouvel agrément et tout. Et alors, une fois que tu l'as fait, cela veut dire que les gens ont écouté ton discours. Maintenant, c'est le contenu, l'intérieur, le contenu du contenant qui est plus important. Alors, je me demande, je pose la question à Prince Eyango. S'il n'était pas du Ramka, comment verrait-il le Ramka? C'est ça mon problème. Et j'ai commencé par vous parler... Ça, c'est le message que tu dis. Oui, je lui pose la question. S'il n'était pas du Ramka, comment verrait-il le Ramka? Ok. Voilà. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Et à ce niveau, j'aimerais lui dire, parce que j'ai commencé par la Sanfa Thomas, j'ai dit par exemple que les gens, c'est le même clan. Hier, Sanfa Thomas était avec Prince Eyango. Sauf qu'aujourd'hui, le prince lui-même, il dit que c'est lui qui a coaché Sanfa Thomas pour qu'il soit
PCA. Bon, une fois que cet enfant Thomas ne sert pas ses intérêts, et il se met dans une course pour le déposer. Alors, qu'est-ce que vous comprenez dans tout ça, à la fin? Qu'est-ce que vous comprenez dans tout ça? Donc, en fait, ce n'est pas les artistes, ce n'est pas de mémoire des artistes, des individus qui construisent cette société, hein, qui ont décidé du bon bien fondé de l'entreprise, du PCA, oui, qui devrait être là. Mais c'est parce qu'il y a des influences. Des influences dont telles que Prince Biango, qui le dit, qui le déclare. Je prends dans ces mots. En fait, quand vous regardez Ramka qui dit il faut 500 000 pour que tu sois coaché pour être PCA, alors ça devient une histoire du business comme dans le business. Si nous sommes dans Ramka... Prince Biango fait du business avec mais si nous sommes 10 au Ramka qui voulons être PCA, ça fait... Nous renflouons les caisses de la PCA, ça fait 5 millions, sauf qu'il y a une seule personne qui sera PCA. Donc cela veut dire qu'à l'intérieur du Ramka même, vous êtes en train de susciter de la division. Mais sauf que derrière cette division, toi tu es le maître absolu parce qu'elle se fera autour du parti, comme le parti communiste, quoi, qui est le seul parti qui existe en Chine. Ça veut dire qu'en fait c'est moi qui fais et défais. Hein? C'est tous ceux qui peuvent postuler pour être PCA ou administrateur. Mais dernièrement, le ministre de la Culture et des Arts a rencontré les artistes et aussi il a dit à ceux-là qui ont géré jusqu'à la dernière Assemblée Générale que c'était un scandale, qu'il avait honte d'eux. Est-ce que c'était sincère de la part de M. le ministre? Oui, mais c'est sincère de la part de M. le ministre parce que c'est une honte. Ça répond donc à la question pourquoi on ne me voit pas dans cette guerre de droits d'auteur. Tout à l'heure, tu semblais dire que sans Thomas, c'est rien que tu as eu un peu d'argent dans les droits d'auteur. Oui, mais ça c'est à titre personnel. Ça c'est à titre personnel. Quand je dis c'est une honte ce qui se passe. En fait, c'est que ça devient une guerre des règlements de compte. Bon, en fait, cela veut dire que si le Ramka est là demain, quelqu'un comme moi qui suis en train de parler là, je n'aurai pas mes droits d'auteur. Encore que je me fâche contre ça parce que quand je vois dans la liste des Ramka, ils mettent liste d'anonymes qui ont perçu le droit d'auteur. Et je me demande comment Presse Yango peut me mettre dans la liste d'anonymes. Je me demande comment, dans ces pays, dans le monde du showbiz aujourd'hui, si tu me mets anonyme, dites-moi que sont les milliers d'artistes qui touchent les droits d'auteur au Cameroun. Si vous enlevez tout ce qu'on connaît, nos grands frères, nos aînés qui ont fait des beaux jours du showbiz camerounais. Et moi, Danny Scorpio, dans ces pays, producteur de musique, qui a produit des artistes qui ont balayé tous ces pays et gagné tous les titres, tous les prix. Moi-même, être en compétition. Être dans le showbiz depuis plus de 25 ans, ça dit que j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans le showbiz en tant que manager producteur. Et je suis passé par toutes les instances, à la danse, que ce soit la danse, partout. Alors, bon, peut-être parce qu'on aime, les gens aiment le populisme et le matu vu. Donc, nous sommes arrivés à une situation dans ces pays où, pour avoir de la valeur, il faut qu'on te voie. Donc, quand on ne te voit pas, c'est que tu n'as pas de la valeur. Mais j'aimerais bien interroger la liste des artistes du Rakam. Donc, ça veut dire que l'AMCA est truffé des courtisans de Yango. Oui, j'aimerais bien interroger cette liste. Et que Yango me mette, même devant le public, qu'il me mette en face de beaucoup qui touchent les droits d'auteur, qui sont artistes avec Nîmes. Et je pense qu'il y en a des centaines dans le Ramka. Des artistes connus selon eux. Oui, il y a des centaines qui, ma foi, parce que beaucoup parmi ces artistes, parmi eux, sont des artistes qui ont toqué à ma porte, par exemple comme producteur, comme éditeur de musique. Donc, voilà, c'est dans le panorama de ces choses. Et malheureusement, quand vous voyez dans ces pays où on peut appeler quelqu'un comme moi, non-name, cela veut dire que je voudrais ici le dédouaner en lui disant oh, je ne suis pas dans son carré, dans son réseau, donc il ne me connaît pas. Donc ça montre tout simplement qu'on fonctionne par réseau. Vous n'êtes pas dans le réseau, vous avez même des éléments qui montrent que comme vous n'êtes pas dans le réseau de quelqu'un, vous n'êtes pas connu. Et même dans ces listes, j'étais depuis la Sociladra. J'étais affilié à la Sociladra. J'étais affilié à la CMC. J'ai même tous les reçus. Je n'ai pas été affilié à la SOCAM parce que j'avais dit j'en ai marre. SOCACI non plus. Non plus, oui. J'en ai marre. Vous ne pouvez pas aller d'une société à une autre. À chaque fois qu'on crée une société, vous n'avez jamais touché les droits d'auteur, mais on vous demande de venir vous réinscrire. J'avais donc dit à la SOCAM, je ne me réinscris pas. Par contre, j'ai inscrit tous mes artistes. J'avais inscrit Valsero, j'avais inscrit Diane, les Mister D, tous ces gars étaient inscrits. Je venais payer leurs droits.
mais en même temps aussi en tant qu'éditeur, producteur. Sauf que c'est sous la SOCAM, c'est sous la SONACAM, que pour la première fois, on m'appelle toucher 150 000 de droits d'auteur. Et c'est 150 000 plus 27 000, quelque chose comme ça. Donc dans les 177 000, moi avec tous les investissements et tout ce que j'ai eu à produire. Et quand on peut aller encore dire que c'est la CRTV qui paye le plus de droits, vous voyez d'abord que le jeu est très biaisé. C'est la CRTV qui est la seule structure qui paye vraiment vraisemblablement les droits. Mais pour ceux qui savent, tous ceux qui me connaissent, je communiquais autant à la CRTV et beaucoup. J'ai même fait des sorties officielles à la CRTV, occuper plusieurs fois des plateaux de tam-tam week-end, plusieurs fois. Les images restent, ils sont là. Mais je me demande donc, ceux qui touchent des droits d'auteur, où ils sont. C'est-à-dire qu'on a réussi à introduire, dans toutes les listes, on a réussi à introduire des gens qui n'ont aucun profil, aucun potentiel, qui n'ont aucun référentiel des droits d'auteur, aucun référentiel des droits d'auteur, tout simplement parce qu'il faut gonfler les électeurs à la solde des gens. Et puis, bien entendu, ça se passe donc dans tous les camps. C'est ce qui est malheureux. C'est que, en fait, si vous prenez un camp, aujourd'hui, si vous prenez un camp, vous serez buté. Si vraiment vous voulez regarder les choses dans la logique, vous prenez un camp, alors vous êtes mal barré. Mais Dani, on a bien compris, hein, tu n'es pas très à l'aise de la façon dont on gère les droits d'auteur au Cameroun, même la culture. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, tu regrettes d'avoir produit des artistes que tu as cités tout à l'heure, Valsero, Jim, on sait comment ça se soldait? Non, je ne regrette pas. Parce qu'en réalité, être producteur, c'est un acte. Okay. C'est une profession. Je ne regrette pas. Parfois, mais il me semble que tu étais producteur engagé. Oui, j'étais producteur engagé. Quand je crée le BSP, Beta Sport Production, que tout le monde connaît. Le malheur dans ce pays, justement, c'est qu'il n'y a pas une transition et qu'on oublie très vite. Si vous dites à une génération qui est montée il y a 10 ans, tout simplement qui est devenue majeure il y a 10 ans, vous leur demandez Beta Sport Production, ils ne connaissent pas. Et c'est ça le paradoxe, mais ils sont dans le showbiz. Mais ils ne connaissent pas d'où ils sont. Ils ne savent pas qui ont posé les jalons de ça. Malheureusement, et puis malheureusement, encore une fois de plus, c'est que même dans la génération où une structure fait son truc, on a tendance soit à la boycotter, parce qu'on n'aime pas voir l'autre avancer, on aime à ce qu'il disparaisse. Voilà tout court. Donc, le résultat, nous sommes donc dans cette espèce de no man's land où vraiment produire déjà et être dans le showbiz, c'est quelque chose de très compliqué et très difficile. Une fois que je l'ai dit, je disais tantôt que je ne regrette pas d'avoir produit, je ne regretterai même jamais. C'est une fierté pour moi de l'avoir trouvé. Je ne le regretterai jamais. Et ensuite, il faut se dire une chose, c'est que il y a des artistes qui ont trouvé leur compte, il y a des artistes qui ont émergé. Malheureusement, j'étais parti pour une pardon, comment on appelle ça encore dans le jargon du showbiz, une super production. Et voilà. Donc, en fait, pour moi, j'ai toujours pensé que le Cameroun, comme avant, avait produit des artistes qui avaient dominé ou alors qui s'étaient infiltrés de par le monde, par toutes les sociétés du monde. Et qu'il fallait... Tu as voulu imposer tes artistes aussi au niveau mondial, à travers leur musique et leur qualité, leur style artistique. Malheureusement, nous sommes dans une société très désorganisée, une société dont la politique en général ne travaille pas pour l'émergence de la culture dans toutes les couleurs, dans toutes sortes. Donc du coup, on est là à exploiter les rares individus qui émergent et on vient les coller l'étiquette vert ou jaune derrière. On les impose de reconnaître, de vendre le vert ou jaune, alors que le vert ou jaune, malheureusement, ne les vend pas, déjà de toutes les façons. Donc, face à cet environnement-là... Quand tu dis ça à Dani Scorpio, si j'entends bien, quand tu dis ça, est-ce que en quelque sorte, tu es en train de penser à ce que subit aujourd'hui le Virtus de la base? Je parle là de Richard Bona, les injures et autres qui l'ont radicalisé. Oui, mais il faut comprendre. Si, par exemple, les Richard Bona... Quand tu dis le vert ou jaune ne les valorise pas. Si des sommités, des légendes comme Richard Bona,
manifeste cette frustration, vous pouvez donc imaginer nous qui venons derrière. Mais il y a des artistes comme Belka Tobi qui ne comprennent pas que mais écoutez, nous sommes dans une société où les Belka Tobi existeront toujours. D'ailleurs, même existent beaucoup. Et c'est cette société, c'est ce genre, c'est cette catégorie de personnes qui font en sorte que un couloir n'émerge pas, une structure n'émerge pas, une activité n'émerge pas. Donc Belka Tobi, pour toi, Dani, fait partie des gens qui empêchent la culture de se développer dans le pays. Non, bien évidemment. Vous savez, sénateur, quand vous m'invitez sur votre plateau, vous savez, moi, je ne sais pas faire la langue de bois. Je pense, je dis ce que je pense. Oui. Voilà. Et j'ai été très mal à l'aise. J'ai été très mal à l'aise que Belka Tobi joue ce jeu à ces jeux. Je le connais. J'étais chef d'orchestre au Fako Jazz International dans les années 2000. Belka venait jouer. C'est des artistes qui vivent de la raquette. Ils ne vivent pas avec le statut d'artiste. Ils vivent comme des pouvoirs. J'estime que c'est des humoristes qui devaient vivre de cette façon-là, de cette culture-là, parce que l'humour chez nous est embryonnaire. Mais c'est insultant, non? Non, ce n'est pas insultant. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il faut organiser le secteur artistique, des musiciens, des chanteurs, et d'un autre côté, on parle de l'art. C'est de l'art, et on trouve que c'est des humoristes. Tu trouves que c'est les humoristes qui devraient vivre de pouvoir? Oui, mais alors qu'ailleurs, on valorise tout le monde. Non, mais écoutez, nous sommes dans une société qui n'a pas les mêmes structures qu'ailleurs. Donc, malheureusement, nous organisons ici, piétiner là-bas. Malheureusement, parce que quoi? Parce qu'en Europe, par exemple, vous savez, je ne peux pas citer toutes les structures humoristiques elles sont organisées. C'est des entreprises. C'est des entreprises qui ont un statut en tant que tel. Donc, non, je veux savoir, est-ce que ce n'est pas insultant quand tu dis ça? Parce qu'il y a des humoristes qui regardent cette émission. Oui, mais qui regardent cette émission, ils savent très bien que ce que je dis est vrai. S'ils ne raquettent pas ces humoristes, ils vivront de quoi? Ce n'est pas insultant, c'est la société qui veut comme ça, qui est faite comme ça. Donc du coup, Belka Tobi fait comme les humoristes. C'est comme ça. Non, mais il prend la place des humoristes. Donc Belka Tobi, c'est quelqu'un qui a remplacé les humoristes. Oui, bien sûr. Il vit comme ça. Ah bah, il veut vivre comme ça. Belka Tobi, quand même, pose ses sons dans des supports. Vous savez, les humoristes, en réalité, le support n'était pas leur première identité. Oui. Il faut dire les choses comme telles qu'elles sont. Le support, pour être un humoriste, c'est que c'est en face, quoi. C'est en contact avec le public. Et il faut avoir un espace pour ça. Malheureusement, les humoristes ne sont pas constitués. En fait, ça veut dire que l'environnement ne leur permet pas de s'organiser comme ça. Par contre, Belka Tobi, c'est un artiste qui a fait ses beaux jours. Qui a fait ses beaux jours au niveau national. C'est un artiste national. Et qui a fait ses beaux jours au niveau national. Parce qu'il ne faut pas confondre. Parce que les Camerounais ont tendance à tout confondre. Ça veut dire qu'on est toujours en train de vous rappeler que les artistes camerounais vont faire des spectacles à l'étranger. Mais c'est la bio, la web, la gigastar. Mais il est bio, web, gigastar, Dani. Oui, mais vous savez très bien, je ne peux pas vous dire, vous savez très bien, il y a des jeunes artistes au Cameroun qui ont fait le Zénith, qui ont fait le plateau, qui ont fait le machin. Regardez ça, n'allez pas chercher ça au web, bio, giga, méga, ça, machin. Pourquoi sa réaction autour de ce qui s'est passé avec Richard Bonaté Neuf tellement? Non, l'attitude, je veux dire. Oui, parce que la première des choses, c'était pas l'entame de cette émission, mais c'est dans ma tête parce que je constituais comme ça. Nous sommes une génération, ou pas une génération, nous avons eu la chance d'être bien cultivés. Nous avons eu l'intelligence ou la sagesse de regarder la société et de la respecter telle qu'elle est. Une société bien organisée, une société qui passe par l'initiation. L'initiation, cela veut dire qu'il y a des paliers et tout. Vous ne pouvez pas être d'accord, par exemple, avec quelqu'un, mais avant de lui répondre, vous regardez son statut, vous regardez son âge, vous regardez son parcours. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas mieux placé pour lui parler de personne à personne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et si on ne rétablit pas cette société aujourd'hui, moi, quand un de mes fils manque de respect à son aîné, je le cogne d'abord. Oui, je le fouette d'abord avant de demander ce qui s'est passé. Parce que cette société cultive aujourd'hui que l'élève vient insulter son élève, son enseignant à l'école. Parce qu'on ne sait plus, les bases d'initiation culturelle ont disparu dans cette société. C'est très mal barré. Alors, l'éthique et la morale ont foutu le camp. L'éthique et la morale ont foutu le camp. Alors, M. Belka Tobi veut qu'on le respecte. Il respecte d'abord son aîné. Je peux ne pas être d'accord avec Belka Tobi. Je veux dire, l'aîné dans le succès. Dans le succès, dans le métier. Okay.
On est dans, vous êtes par exemple dans le monde audiovisuel, Oui. il y a des petits qui émergent, mais ce n'est pas parce qu'ils ont un talent qu'ils vont vous raconter n'importe quoi ou bien vous traiter de n'importe quoi. Alors ça c'est une très mauvaise éducation. Alors s'il veut exister, donc il est mal élevé, Belka Tobi. mais s'il veut exister... Est-ce que Belka Tobi, selon Danis Kopi, est mal élevé? Mais j'estime que c'est les actes qui qualifient, qui donnent la qualification. Être mal élevé, c'est manquer du respect à ton aîné, à ton supérieur. Je pense que là où Belka Tobi est, il rêverait un jour que Richard Bona le fasse monter, ne serait-ce que faire les secondes de la première partie du concert de Richard Bona. Il rêve. Alors ce n'est pas une occasion de saquer la mémoire de Richard Bona, même si on n'est pas d'accord, tous d'accord. Ce n'est pas une occasion de saquer parce qu'il est mal placé pour le faire, de toutes les façons. Il est mal placé. Quelqu'un me dira que est-ce que moi je suis bien placé pour le faire avec Katobi, mais c'est la réponse du berger à la bergère. Parce qu'en fait, de toutes les façons, c'est qu'il y a une classe moyenne qu'il faut respecter. Et cette classe, surtout quand, vous savez, les Camerounais aujourd'hui ont un problème. Le pays a été divisé en deux. On a divisé le Cameroun en deux. Ça veut dire qu'il y a le pouvoir, et qui détient toutes les richesses et tous les avoirs du Cameroun, et il y a le peuple de l'autre côté. Et à chaque fois que vous vous attaquez à la mémoire du peuple, c'est que vous insultez tout le peuple entier. Il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à cet état de cause. Vous avez un régime, un système qui ne fait pas du cadeau à ceux qui ne le suivent pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous prononcez... C'est pas normal si on est en démocratie. C'est pas normal si on est en démocratie. Oui. Si vous prononcez on doit écouter tous les sons des cloches. Voilà. Si vous prononcez contre ce système, on vous bute. Il y a eu aussi du bashing de Charlotte Dipanda. Un mot. Et voilà. Bien sûr. Ça t'a choqué aussi? Vous voyez Charlotte comme c'est une petite sœur. Qui a parlé de la tenance. Qui estime que depuis sa naissance, elle n'a connu qu'un président. C'est-à-dire que même si elle ne veut pas entrer en profondeur, le simple fait de ne connaître qu'un président pendant près de 38 ans, mais c'est un problème. On veut faire quelque chose. Mais elle a été insultée aussi. Oui. Ceux qui insultent ils me disent s'ils portent le même habit tous les jours depuis 10 ans ou depuis 1 an. Et s'ils sont capables d'être dans la peau d'un habit, du même habit, pendant 1 semaine ou 2 semaines. Dani, on a écouté aussi la dernière sortie de Roméo Dika concernant son appartenance. Et il subit aussi la même chose. Est-ce que tu diras la même chose, comme tu as dit tout à l'heure, avec Atobi, Charlotte Dipanda et Richard Bona de Roméo Dika? Mais je trouve que dans ce cas précis, ça me désole encore plus parce qu'on entre là dans un cycle de la manipulation. La manipulation, pourquoi? Parce que je ne comprends pas que Mordicus soutient une position aujourd'hui. Le lendemain, en fonction de ses intérêts personnels, de sa frustration personnelle, il estime que le peuple doit le suivre. Et là, je trouve ça mesquin, je trouve ça méchant. Donc, Roméo Dika, c'est un type méchant. Non, c'est de la méchanceté. Il est méchant, Roméo Dika. Mais à partir du moment où tu dis que tu as apporté les urnes, tu as brûlé les urnes, tu sais que tu es en train de faire du mal aux Camerounais. Tu sais combien de Camerounais sont morts pour la décision, pour l'acte que tu as posé? Si on était dans une société normale, Roméo Dika serait interpellé. Un juge d'instruction ouvrirait. Un juge. Donc, Danis Kopi, un collègue comme Roméo Dika aujourd'hui, tu aimerais que, selon, à partir de tout ce qu'il a dit, on l'interpelle. Mais on le met en prison. Mais il devrait, un procureur, un juge, tout au moins, aurait dû ouvrir une enquête judiciaire. Oui. Une enquête judiciaire. Mais en fait, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de la... Il a avoué qu'il a commis des crimes. C'est une question de souveraineté. Il a avoué qu'il a commis un crime contre le peuple. Mais je ne comprends pas. Mais il a commis un crime. Il devrait être interpellé. Oui. Il faut le faire jusqu'à présent. Mais il faut le faire. Il faut l'arrêter. Nous sommes dans un Mais c'est un collègue, non? Pourquoi tu ne défends pas? Mais en fait, je ne défends pas un collègue qui reconnaît qu'il a posé des actes qui nous affectent aujourd'hui. Qui nous affectent. Et moi, en tant que son collègue, qui nous affecte. Je n'entre même pas dans des relations professionnelles, personnelles, où j'ai des choses à reprocher. N'oublie pas. Il a mangé ton argent, il n'a pas fait la promo de tes artistes? Non, pas jusque-là. Okay. Pas ça. Mais n'oublie pas que c'est moi, il y a des années, aujourd'hui, je crois en 2010, qui lance cette campagne contre les sociétés de téléphonie mobile qui exploitent les sons, les œuvres des artistes. Sans verser un copec. Sans verser un copec. Et à cette époque, j'avais fait par voie du siège saisir
MTN. On ne va pas faire. Non, voilà. Tu as saisi une société de la téléphonie mobile. Cette téléphonie mobile. Oui. Et ma foi, qui m'avait répondu, et m'avait donné ses raisons, et avait envoyé à la société qui gérait les droits d'auteur. Ces droits-là par rapport à cette société. Et je crois que Romeo avait profité. Comme d'habitude, Danny Scorpio est toujours comme une espèce de lanceur d'alerte. Et puis, du coup, Romeo s'est saisi du dossier et il a lancé une cabale contre la société, contre toutes les sociétés de téléphonie mobile. Malheureusement, il n'avait pas d'éléments sur lesquels il devait suivre. C'est moi qui avais lancé cette histoire et il fallait que Romeo se rapproche encore beaucoup plus de moi pour pouvoir avoir des éléments. Il n'a pas fait. Non, il a fait. On va aller rapidement dans puisque je vais lui donner ces éléments. Je vais lui produire tous les éléments et tout. Malheureusement, je crois que les sociétés ont payé plus tard et tout. Et puis, Romeo... Bonjour, tu cousu, pas d'argent. Pas d'argent. Danny, on va sortir avec cet autre élément. Mais avant de sortir, il y a un sujet qu'on regarde ce clip. Pourquoi le choix de cette chanson? Alors, cette chanson, je l'appelle tout simplement mon testament. Mon testament que tout le monde pouvait retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, Danny Scorpio, mon testament. Cette chanson, je l'ai écrite en 2010. Donc avant la sortie des chansons des Barcelos. Avant la sortie, non, la première, lettre au président. Non, je sors d'abord, moi, en tant qu'artiste, je sors mon premier album, État des lieux, en 2007. Et c'est ça qui vaut la chance de me voir à la CRTV justement. Et te contacte là-bas. Et me contacte. Après avoir écouté cette chanson. Daniel, on va regarder ce clip. Tu viens de nous expliquer comment tu as rencontré, comment Valsero t'a rencontré. Et qu'il avait écouté cette chanson et ça l'a inspiré. Il s'est dit qu'il y a des gens courageux comme toi qui pouvaient faire des choses comme ça. Il avait commencé à écrire aussi une autre chanson. On regarde le clip. Mon testament de Danny Scorpio. Quand on revient, on va clôturer cette émission. En 2010, mon fils aura 12 ans. Il sera alors temps pour moi de lui parler de son pays. Et pour lui, c'est quelque chose de très très important. C'est l'enfer, la misère, la galère. Le chaos frappe à nos portes, le régime impérial. Fort, puissant, règne sans partage. Et n'entend aucunement pas céder le passage. Je lui dirai qu'ils sont des spécialistes du langage. Rigueur, moralisation, bout du tunnel, j'en passe. Point d'achèvement, que sais-je encore de leur passe-passe. Des mots qui sont restés vides de leur sens. Ils disaient de nous, jeunesse, fer de lance de la nation. Alors qu'au fond, ils nous préparaient à la marche à tâtons. Que nous contrôleraient sûrement avec du bâton. À la moindre élévation de notre ton, je lui dirai qu'ils sont devenus des super patrons. Ils ont hérité la méthode de leur père colon et n'entendent aucunement pas changer de façon, car pour eux, le réduire en mouton, ce n'est pas du tout con. Qu'ils ont inversé le sens des choses, transformé le mal en bien et le bien en mal. Ils pillent les fonds, asphyxient les sociétés qui ferment les portes et partent. Le père se retrouve au chômage et compte sur la mère. Celle-ci sort le jour et rentre avec des fritures. Elle comptera son tour sur la fille qu'après l'école verra le poteau pour satisfaire le bailleur. Le frère pense trouver mieux en approchant les PD. Il s'est fait sodomiser par la fenêtre balancée. Le prix est fort, le salaire est faible, mon fils. Il ignorait peut-être que ça ne valait pas la peine. Je lui dirais qu'un régime où le fonctionnaire milliardaire à la place de l'homme d'affaires qui ne peut que se taire, ne peut produire que misère et galère et nous éloigner de ce fameux bout du tunnel.
peux gagner ta vie, même en vendant du pain. Il y a beaucoup qui le font. Il faut rester digne, combatif et efficace et chercher le chemin de la réussite sans tâche. Je lui dirai, tes rêves s'arrêteront au sommeil. Action quand tu te réveilles, aie confiance à ton potentiel. N'attends rien de Dieu et compte sur toi-même. Le rendez-vous avec le Père, c'est à la porte du ciel. Je lui dirai, ne combat pas la réussite. Prends-la comme une référence et tu vaincras l'empire du mal. Prends-la comme un carburant et filera comme le vent. Prends-la comme une rage, celle qui déplace les montagnes. Je lui dirai, fiston, évite les choix faciles, les déviances et ces mots qui minent notre société, qui à la longue détruiront ta dignité, affecteront ta moralité ainsi que ta liberté. Je lui dirai, je lui dirai, je lui dirai. Respecte ta conscience, les dessous de table et autres remplissage la pente. Mon fils, reste homme, au principe d'intégrité, que ton anus reste toujours fidèle au WC. Danny, on va mettre fin à cette émission, mais avant de sortir, j'aimerais te poser 2 ou 3 questions. On te voit très actif aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec tes lives, beaucoup de personnes qui regardent tes lives, 12 000 vues, 14 000 vues, beaucoup de personnes. C'est quoi, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à faire ces directs sur les réseaux sociaux? Déjà, je commençais mes premiers directs en 2018, donc je crois 2018, oui, et suite à la naissance de la BAS, la Brigade Anti-Sardinat. En fait, ma motivation, c'est que il est des spécialistes de la diversion, hein, de la diversion qui surfent sur la naïveté et l'ignorance des Camerounais, du peuple camerounais, qui occupent les réseaux sociaux, les médias, via leur image et tout, qui va grandissant. C'est ça qui t'a vexé? C'est ça qui m'a vexé, c'est-à-dire que les gens ne sont pas vrais. Vous voyez beaucoup de gens qui parlent bien et tout, et malheureusement, à la fin, le peuple se rend compte qu'ils ont été dupés. Donc on a beaucoup de malhonnêtes qui parlent bien. Oui, beaucoup de malhonnêtes qui parlent bien, et c'est eux qu'on écoute. Ok. Danny, je pose la question. On a aussi vu l'émergence des jeunes dans la politique au Cameroun aujourd'hui. Et dans tes directs, est-ce que tu fais pas de ça? Un jeune comme Cabral Libi, qui parle bien, qui a été suivi par beaucoup de Camerounais aujourd'hui, c'est une bonne initiative, non, de voir des jeunes comme ça qui émergent, non? Ça aurait été une bonne initiative. Ça aurait été une bonne initiative. Encore que des Camerounais, à un moment donné, ont cru, hein, que c'était l'issue de sortie. Moi, je peux te dire quelque chose de très pertinent. Aujourd'hui, je suis très déçu par Cabral. J'aime mes frères, parce que moi je suis Bassa, j'aime mes frères, parfois, ou bien quand je vais dans les zones Bassa, des gens qui me disent « Oh, vraiment, ce que tu fais là n'est pas bien, tu ne peux pas tirer ce Cabral, c'est ton frère, et tout, et tout, tout. » Mais moi, je suis Camerounais. En fait, il joue sur ses intérêts, moi je joue sur les intérêts du peuple. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de social. Je n'ai pas besoin de le démontrer. Donc, en fait, et puis, il faut se dire une chose, c'est que c'est la grande déception des Camerounais. J'en veux pour preuve, je crois que Cabral voulait un peu tester sa popularité. Et maintenant, lui qui a eu l'onction à la diaspora, il faut que je te dise, pour être tout court, tout bref, je veux te dire une chose, c'est que si Cabral restait zen, si Cabral restait sincère dans sa lutte, on ne parlerait pas de Camp aujourd'hui. On ne parlerait pas de Camp. Donc, pour toi, Cabral n'est pas sincère, il n'est pas sérieux. Non, il n'est pas sincère. Et moi, je n'ai pas cru un seul instant à Cabral quand il est entré en politique. Je le trouvais très raison pour laquelle dans tes directs tu demandes au peuple de s'éloigner de Cabral parce qu'il n'est pas sincère. Oui, en fait, c'est qu'on ne vit pas deux fois. Et moi, je conçus aujourd'hui ma bataille, je conçus l'avenir de mes enfants. Je ne peux pas voir qu'on détruise tout le sacrifice que nous autres nous avons posé aujourd'hui. Moi, je ne suis pas né avec la petite cuillère à la main, tout le monde sait, j'ai dormi ici dans la rue, partout. Je suis parti de
partout, j'ai commencé à payer mes études, j'avais 17 ans, je commençais à louer, je lavais les voitures pour survivre et tout ça là. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais je ne suis pas quelqu'un qui a faim, quoi. Et j'estime que cette bataille que j'ai menée dans ma vie pour exister, c'est pour le salut de ma progéniture et de mes enfants. Et les hommes comme Cabral... Et je ne tolère pas, et je ne peux pas accepter, je ne tolère pas qu'il y ait des individus qui militent pour que la génération de mes enfants retombe de par là où moi je suis sorti. C'est-à-dire que, en fait, comme je posais la question dans une de mes directs, à mon dernier passage sur les réseaux sociaux, je posais la question, si vous pensez qu'il n'y a pas une société à construire, pourquoi envoyez-vous les enfants à l'école? Si vous pensez que dans une société où on a déjà pris toutes les écoles étatiques, toutes les écoles qui devront former les cadres supérieurs de cette nation demain, sont déjà à la solde d'une certaine ethnie ou bien de certaines personnes qui en ont fait leur école où les enfants sortiront, on se pose la question, nous qui levons nos enfants à 5 h du matin, ces enfants qui font le sacrifice de se lever à 5 h du matin, et qu'on les oblige, on les contraint à se bourrer de l'école, avoir un savoir, où iront-ils pratiquer ce savoir? À partir du moment où nous savons qu'aujourd'hui on est en train de planter les prémices de quelque chose qui vont mettre nos enfants à mal pour des générations futures. Et quand je pense qu'il y a des gens qui jouent à ce jeu parce qu'eux, ils ne rêvaient pas. Et c'est ça le véritable problème dans notre société. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier des gens qui sortent de nulle part. Et donc, il faut toujours se méfier parce qu'ils ont un langage qu'il faut prendre juste un langage d'opportunité. Parce qu'en fait, celui qui sait où il sort, qui a beaucoup souffert et qui a construit un avenir meilleur pour lui, ce n'est pas quelqu'un qu'on tombe très vite. Vous voyez aujourd'hui, l'école perd justement de sa valeur parce que nous sommes en train de faire disparaître le savoir. Et quand quelqu'un n'a pas de savoir, il devient à la sorte, il se met à la sorte des autres. Il devient à la sorte des autres. Donc quand vous voyez Cabral, ce n'est pas une insulte, mais soyons sincères, sortons du fanatisme. Vous voyez des gars comme François, à qui on a donné beaucoup d'espoir, le peuple a donné beaucoup d'espoir, qui se contactent, qui des petites places à la réputation, qui des marchés, qui se contentent de ça, et que leur train de vie, lui, l'a changé. Mais le train de vie du peuple, lui, n'a pas bougé. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Aujourd'hui, il peut se targuer de monter dans les avions, d'avoir des appartements de luxe, d'avoir des voitures de luxe, d'avoir un salaire, machin. Mais le train de vie du peuple n'a pas bougé. Et je pense que si vous sortez devant des Camerounais pour les dire vous bagarrez pour eux, vous devez vous assurer avant de montrer votre train de vie qui a changé, que le train de vie pour lequel, les gens pour lesquels vous bagarrez, leur train de vie a changé. S'il n'a pas changé, vous ne pouvez pas accepter vivre au sein d'eux, au milieu d'eux. Et là, il faut être noble. Et c'est là où les philosophes de l'époque lumière nous ont dépassé. Et pour conclure, Yannick, j'ai entendu dans un de tes directs parler de M22 en 2 mots. C'est quoi? En fait, le M22, c'est une plateforme, tout simplement. C'est une plateforme parce qu'au soir, aux sorties du 22 septembre, en regardant la sphère politique camerounaise, quand j'ai vu, il n'y a pas eu, certes, à des endroits, à beaucoup d'endroits, le peuple dehors, mais ça ressemblait à ça. Parce qu'il y avait des villes mortes, tout au contraire, bien tout. C'était une journée d'ouverture comme les autres, mais il n'y avait ni voiture dans la rue. Nous étions les seuls à rouler dans la ville de Yaoundé. Ni voiture dans la rue et on séquestrait les gens partout. Moi j'ai vu des femmes et des enfants, des femmes et des gens qu'on sortait dans les taxis. J'ai vu des femmes qui sortaient du marché, qu'on interpellait, on arrachait les sacs et tout ça. Et qu'on arrachait et qu'on ne remettait pas. Je trouve que c'est une situation vraiment désastreuse. Et le M22 venait répondre à une réalité qu'il faut que les Camerounais comprennent. Je vais le dire en tout simplement 2 minutes. Que les Camerounais comprennent. Le Cameroun, c'est un pays ethnicisé avec plus de 204 ethnies. Et il faut savoir qu'en réalité, nous ne sommes pas plus de 2 ethnies. Mais il y a eu ce démembrement au fil du temps. Comme nous ne connaissons pas notre histoire, nous estimons qu'on peut être bêtis, par exemple. Mais le boulot, ou le boulot de Samélima, le boulot de Bolova, on peut s'estimer que nous ne sommes pas des frères, des familles, mais il faut considérer dans la chose comme ça. Et dans cette situation culturelle et sociopolitique au Cameroun, vous avez des partis politiques qui sont des partis ethnicisés. C'est-à-dire que chaque parti a d'abord son implantation. Si ce n'est pas dans la famille du leader de ces partis, c'est au moins tout de moins c'est dans son village. Mais le Cameroun tout entier vit une descente en enfer.
une descente en affaires. Dans les institutions, je prends la justice à 2 vitesses où quelqu'un peut tuer. On va conclure l'émission. Maintenant, je le dis donc, une fois que je l'ai dit, vous êtes dans cette société qui vit une descente en affaires, où les gens souffrent, la pauvreté va de plus en plus, le chômage à une vitesse exponentielle. La proportion des jeunes est de plus de 60 à 65% dans cette société-là. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir. Les gens prennent de l'eau, des bateaux, des pirogues pour se noyer, se s'entretuer parce qu'ils veulent un avenir ailleurs. Alors face à cette situation, ce n'est pas un parti politique, par exemple, qui va nous sortir de cette aubaine. Parce qu'un parti politique dans une société socioculturelle qui est impactée par les ethnies et les communautés, imaginez que si c'est votre parti, moi je ne suis pas de votre parti, si une fois qu'on parle de parti, je vais me replier il y aura des replis identitaires. Donc du coup, le combat pour la libération du Cameroun, il ne passe pas par là. Et le combat pour la libération du Cameroun ne passe non plus par un leader, parce qu'un leader n'a jamais renversé un gouvernement ni un régime. En M22, c'est un mouvement populaire. Donc c'est un mouvement populaire, une plateforme où tout le monde se retrouve. On a bien compris. Merci beaucoup, Dani. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de t'avoir ici sur Polémicus. Et cette émission est spécialement tournée ce jour à Yaoundé dans le studio de Africa Multimedia. We take the appointment for next time. From me to you, from us to you. It's bye-bye.